Monde numérique. Alors la GenAI, ça existe depuis quelque temps, mais ça permettait pas forcément de générer des faux documents. Et aujourd'hui, on voit des faux documents, là, ça fait 3-4 mois en gros, qui sont assez bien faits avec de la GenAI. Donc nous, on travaille là-dessus sur 2 aspects. C'est un, analyser la cohérence des documents, parce que les GenAI, en fait, elles vont avoir des problèmes de cohérence au niveau de la génération des documents, surtout sur des factures, des fiches de paye. Et la deuxième chose, c'est on va analyser du coup, encore une fois, le contenant. C'est regarder, est-ce qu'au niveau des pixels, des alignements, ou est-ce qu'au niveau de la structure du code, il y a des anomalies qui font dire que c'est de la GenAI. Avec le numérique et notamment l'intelligence artificielle générative, il devient de plus en plus facile de générer des faux documents. Fausses cartes d'identité, fausses fiches de paie, faux relevés bancaires, faux diplômes, etc. Bonjour Marc de Beaucor. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de la société Finovox, spécialisée dans la détection de fraudes documentaires. Alors, vous allez nous expliquer de quelle manière, mais d'abord, quelle est l'ampleur de ce phénomène en France ? Alors l'ampleur, il se compte en plusieurs milliards. L'ampleur dans le service public, ça se compte entre 15 et 20 milliards. Et dans le service privé, c'est des chiffres assez similaires. Alors par définition, c'est toujours compliqué de trouver des chiffres sur la fraude parce que quand une assurance se fait frauder et rembourse une facture trop élevée, elle le sait pas. Donc en fait, nous, on a collecté pas mal de chiffres. On a pris le problème dans l'autre sens et on est allé voir des gens dans la rue. On est passé Mmh. par un cabinet de sondage qui est allé voir 3500 personnes en France. Après, on a fait le même en Belgique. Ils sont allés voir 3000 personnes en Belgique. Et donc de façon anonyme, de 16 à 99 ans. Et ils leur ont posé des questions très simples. Par exemple, est-ce que vous avez fraudé à l'assurance l'année dernière? Et il y en a 10,8% qui ont affirmé avoir fraudé à l'assurance l'année précédente. Ah ouais, quand même. Et on a posé une deuxième question qui était assez intéressante, c'est, est-ce que dans votre fraude, est-ce que vous avez abouti votre fraude, quoi? Est-ce que vous avez réussi? Et il y a Ouais, 72% d'entre eux qui ont affirmé être allés au bout de leur fraude et ne se sont pas fait attraper, quoi. d'accord. Et qu'est-ce qui est le plus falsifié ? Dans l'ordre, les documents d'identité, puis les fiches de paye, puis les factures. Ça, c'est un ordre un peu général. En fonction des cas d'usage, des métiers, ça peut varier. Ça peut être la fiche de paye en premier sur une demande de crédit ou la facture en premier sur une demande d'assurance. Il y a un type de fraude dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est tout ce qui concerne, l'assurance maladie et cetera, enfin d'une manière générale, tout ce qui touche, les services publics, c'est une part importante de la fraude documentaire? L'État, c'est plus de 50% des dépenses, du PIB en France, hein. Donc, évidemment que l'État n'y coupe pas et on voit des taux de fraude qui sont assez élevés, effectivement, à l'assurance maladie, à la CNAF, mais aussi dans les différents, branches de financement, par exemple MaPrimeRénov'. On se rend compte que les taux de fraude sont similaires dans le privé et dans le public, mais les dépenses dans le public sont tellement énormes que Ouais. si vous appliquez un taux de fraude de 10,8% sur l'ensemble des branches, en fait, à la fin, quand on fait un produit en croix, c'est 17 milliards de fraude documentaire dans les services publics. Et ça, c'est très, très alarmant. Et en fait, ce qui nous alarme plus, c'est que vous avez, déjà beaucoup d'acteurs qui font ça un peu intentionnellement. Et vous avez, des acteurs qui sont, à l'étranger, donc très difficiles à attraper. Mmh. Et vu que les services publics sont quand même une grosse machine qui peut pas faire d'erreur, ils mettent du temps. Ils mettent Ouais. du temps à contrer, donc Mais c'est quoi? C'est quel type de faux documents? Parce que fabriquer une carte vitale, par exemple, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. vu que les parcours sont digitaux, en fait, je veux pas non plus donner un tuto comment faire, mais Ouais, je peux vous assurer que c'est c'est que c'est jouable. facile. Ou vous voulez rentrer indûment dans un logement social, c'est l'inverse d'un parcours de crédit où d'habitude vous avez tendance à augmenter votre fiche de paye. Là, vous diminuez votre fiche de paye et vous prouvez par A plus B que vous êtes éligible, pardon. Et derrière, c'est l'équivalent de 500 € par mois qui sont volés et vous piquez la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc Et tout c'est ça, c'est l'argent public.
L'argent Et de tout tout le ça, c'est de monde. l'argent public et en Mmh. parallèle, en fait, on voit que, bah, l'État fait tout pour, diminuer les dépenses, qu'il y a de la dette, Chercher des économies. des choses d'économie et donc l'État dit: «Je dois chercher 10 milliards et en parallèle, nous, on voit que la fraude documentaire, c'est 17 milliards. Donc bah, là, Ouais. c'est tout le travail pour nous, et c'est aussi pour ça que ça me fait vachement plaisir de faire ce genre d'intervention. C'est qu'il faut mettre en avant ça et de dire: «Bah, là, on va trouver 17 milliards en plus à des gens qui sont des fraudeurs». Alors comment ça se passe? Ces fraudeurs, comment font-ils? En fait, c'est hyper simple de faire un faux document. Je vous donne à vous, à n'importe qui, un ordinateur, il saura chacun à sa manière, hein. Il y en a qui Mmh. vont utiliser, Word, PowerPoint. Il y en a qui sont un peu plus, techniques, qui vont utiliser Photoshop ou les modificateurs de PDF. Et puis là, on voit arriver une nouvelle, génération qui va utiliser, des, outils de générateurs d'IA, qui va aller sur Telegram et acheter des templates, ce qu'on appelle les templates farm. Vous avez des templates vierges, en fait, et vous remplissez vos informations sur une carte vitale, une facture d'Arty, et cetera. Donc très facile de faire, de plus en plus de parcours digitaux. Donc Mmh. c'est quand même plus simple d'envoyer un faux document en cliquant sur un bouton que de le tendre en boutique, en regardant souvent son banquier ou son assureur, dans les yeux. Ouais. Donc naturellement, voilà, il y a eu un peu plus de fraude là-dessus et puis il y a, je pense aussi à une certaine difficulté financière de la part de certaines entreprises et notamment de la jeune génération. Donc notamment, pendant le covid, on a vu une forte augmentation des fraudes. Ce sont plutôt des particuliers ou des entreprises qui font ça? C'est plutôt des particuliers et sur les entreprises, ça va être des entreprises, particuliers, c'est-à-dire, des artisans, des gens qui, ont des raisons vraiment personnelles de frauder. C'est assez rare de voir, le comptable d'une très grosse entreprise frauder au nom de l'entreprise. En revanche, de voir un solo entrepreneur, ou un actionnaire qui a 50 de l'entreprise frauder, ça arrive, ouais. Mmh. Et vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a une vraie, industrie, il y a une offre aujourd'hui, il y a des c'est assez structuré en fait. On peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Ça s'est professionnalisé, un peu comme en cybersécurité, c'est-à-dire qu'avant vous trouviez une faille et ben vous alliez exploiter la faille jusqu'au bout. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez, bah, dupliquer la faille et vous vendre vos systèmes. Donc vendre des formations, vendre des packs de fraude et il y a même des services après-vente, des communautés, des mises en avant, des publicités, par exemple, voilà: «J'ai fraudé tel organisme de telle manière, je peux vous, fournir la méthode, 500 € garantie». Et en fait, bah, les gens vont aller vendre ces systèmes-là plutôt que d'aller frauder en direct. C'est moins risqué pour eux et ça génère beaucoup plus d'argent. Mais quels sont les risques quand même? Parce qu'évidemment, c'est interdit, il faut le rappeler, donc j'imagine qu'il y a quand même, une réglementation? Alors sur le papier, les risques, sont importants. La réalité est complètement différente. J'ai échangé hier avec le responsable de la fraude, Carrefour Banque, lors d'un parce qu'on a aussi un podcast. Dans un podcast qui me disait qu'il dépose 100 plaintes par an et la dernière plainte qui a abouti de son côté, c'était en 2020. Donc sur Ah ces ouais. 400 dernières plaintes, il s'est rien passé. Et pour quelle raison? Il y a 2 choses, lenteur de la justice qui est aussi et la police aussi qui a, plein d'autres choses à faire Ouais. et il y a un autre aspect, c'est qu'on n'arrive pas toujours à retrouver, c'est beaucoup de plaintes sous X, hein, parce que donc on n'arrive pas à retrouver qui a fait la fraude, parce que s'il y a, bah, une fausse fiche de paye avec un faux nom, une fausse identité qui correspond à rien, un justificatif de domicile qui pointe à une adresse qui n'existe plus, bah, on n'arrive Mmh. pas à retrouver, quoi. Alors ça, c'est ce que permet la technologie, mais comme d'habitude, la technologie permet aussi, de générer ses propres anticorps, on va dire, et c'est ce que vous avez mis au point chez Finovox, donc une solution technologique pour limiter les dégâts et pour détecter les fraudes. Tout à fait, ouais. On a créé, en fait, la société, moi je travaille à plein temps dessus depuis 2021. On a rencontré pas mal de banques et d'assurances qui nous ont dit, sur la partie identité, donc les faux passeports, les fausses cartes d'identité, permis de conduire, il y a plein de solutions qui existent, de KYC et en plus de ça, c'est quand même pas facile de faire un faux passeport et voilà, tout le monde va pas faire un faux passeport dans une boutique. Oui, il faux passeport, c'est plus compliqué. En plus, il y a de la biométrie, il y a de l'électronique, enfin, il y a de la puce RFID maintenant, dedans, donc voilà. Exactement et en revanche, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres documents qu'on reçoit? Les Mmh. fiches de paye, les RIB, les cabis, les liasses fiscales,
les justificatifs de domicile, les et cetera. Et donc, en fait, nous, on a construit un outil qui est applicable sur tous ces documents-là et dans toutes les langues. Donc en fait, on se branche sur le flux des organisations, sur soit des parcours de financement, soit des parcours d'assurance, soit des parcours d'entrée en relation, et on va en fait faire tout un processing sur les documents, on extrait les informations, on classifie les documents. Est-ce que c'est le bon document qui est censé être reçu? Voilà, on fait un certain nombre de processing et derrière on va faire une analyse antifraude. C'est de dire, est-ce que le document, ces informations, elles sont cohérentes? Donc on extrait les informations, on les compare, on va faire un certain nombre de calculs. Par exemple, sur une fiche de paye, vérifier que les totaux étaient ceux en vigueur à l'époque pour ce type de poste, que, l'adresse existe bien sur Google, que, l'entreprise avait au minimum un salarié. Voilà, donc ça va dépendre du document et du pays. Et après, c'est est-ce que le contenant, donc la matière informatique du document, qui peut être un PDF ou une image, est, frauduleux ou pas? Donc c'est est-ce que, ça a été photoshopé? Est-ce que ça a été retouché par différents outils? Est-ce que ça a été généré par IA? Et donc quand on combine en fait ces 2 analyses, bah, on a une analyse globale sur le document et derrière, nous on met à disposition un certain nombre d'outils d'investigation ou de forensic, en anglais, qui vont permettre, bah, de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir des preuves en fait. Mmh. Donc il y a vraiment un aspect, on va dire, d'enquête en quelque sorte, enfin de croisement de données, hein, comme le ferait, un être humain et puis un aspect, détection de la nature du document. Vous arrivez à dire que tel ou tel document a été, par exemple, généré par intelligence artificielle? Oui, tout à fait. C'est les nouveaux enjeux, de 2025. Alors la Gen AI, ça existe depuis quelque temps, mais ça permettait pas forcément de générer des faux documents. Et aujourd'hui, on voit des faux documents, là, ça fait, 3-4 mois en gros, qui, sont assez bien faits avec de la Gen AI. Ça représente une proportion très faible des fraudes aujourd'hui, pour 2 raisons. C'est que en fait, visuellement, à l'œil nu, ça se voit un peu. Ouais, c'est pas parfait. Donc il y a un biais un peu humain à se dire: «Bah, je vais pas faire un truc de faux document», même si ça va jamais être regardé par personne, Mmh. il se voit à l'œil nu ou, le siret, il y a un A dedans, les gens vont pas voilà. Et mais on sait en fait que dans quelques mois, quelques trimestres, ça va être amélioré et que ça va être les fraudes, communes, quoi. Mmh. Donc nous, on travaille là-dessus sur 2 aspects. C'est un, analyser la cohérence des documents parce que les Gen AI, en fait, elles vont avoir des problèmes de cohérence au niveau Mmh. de la génération des documents, surtout sur des factures, des fiches de paye. Ouais, pour l'instant, ils ont encore du mal à écrire du texte, hein, notamment, Ah ouais, DALL-E, ChatGPT et autres, mais on sent que ça avance très, très vite. exactement. Oh, là, ça vous sort des factures avec, des sirettes de 11 caractères, Mmh. ça invente complètement, quoi. Et la deuxième chose, c'est on va analyser du coup encore une fois le contenant, c'est regarder est-ce qu'au niveau des pixels, des alignements, ou est-ce qu'au niveau de la structure du code, il y a des anomalies qui font dire que, bah, c'est de la Gen AI. Ah oui, d'accord. Vous allez jusque dans ce niveau de détail. Ouais, et donc ça, c'est sur la partie vraiment document administratif. Sur la partie image, donc bah, génère-moi une polo blanche, immatriculée XYZ qui a foncé dans un mur, Mmh. typiquement pour l'envoyer, à une assurance. Là-dessus, c'est Donc déjà des fausses photos d'accidents, c'est ça? ouais, fausse Ça photo, ça ça arrive aussi? c'est ça. Alors il y a des cas on va dire plus légers qui sont des fausses photos de sinistre, vous pouvez avoir des cas un peu plus graves où, bah, dans le cas d'enquête policière, dans le cas de rançon, génère-moi une photo, de moi qui, je sais pas, qui ai un couteau sous la gorge de, monsieur X, voilà. Il y a des trucs un peu plus graves que uniquement financiers. Ouais, Pour le coup, là-dessus, c'est un peu mieux fait. En tout cas, ils sont voilà, la Gen AI fonctionne mieux sur des images pures que sur des documents administratifs aujourd'hui. d'accord. Mais vous le dites, ça va s'améliorer et donc votre solution, à quel niveau de fiabilité et dans le futur, est-ce que vous serez toujours en mesure de détecter ces faux documents? Alors sur le niveau de fiabilité, ça va dépendre du flux qu'on traite, heu, mais en règle générale, nous, on va détecter 8 à 9 sur 10 des faux documents qui sont reçus. Et en fait, ça va dépendre de la sensibilité à la fraude des clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent: «Moi, je veux absolument tout savoir sur tout, quitte à avoir, beaucoup d'alertes à traiter, voire des fausses alertes», donc Mmh. faux positifs, si c'est des algorithmes d'IA. Et on en a d'autres qui nous disent: «Moi, je veux être absolument certain de toutes les alertes que vous me relevez et je veux pas perdre de temps et j'ai pas d'équipe en interne pour, valider, donc que les alertes de fraude où il y a un minimum, 3 triggers qui ont sonné», et donc eux, bah, ils vont avoir un taux de détection qui est plus faible.
En revanche, bah, il y a aucune fausse alerte D'accord. et sur, en fait, par définition, nous, on est toujours en retard. C'est le principe même de l'épée et du bouclier, quoi. On est toujours en retard, mais ça se complexifie tellement qu'il faut des gens qui soient experts sur le sujet et nous, on a, 15 personnes qui, en continu, font de la R&D, sur ces sujets-là. On a une communauté de clients, on travaille, avec, 70 clients, en gros, qui vont, nous remonter quand il y a une fraude qu'on détecte pas et en plus de ça, vu qu'on traite énormément de documents, on peut demander à nos clients, au début de la collaboration: «Envoyez-nous vos vrais documents» et comme ça, nous, on peut apprendre dessus et si on voit qu'il y a un document, j'invente une facture Amazon et c'est pas exactement les mêmes, alignements, les mêmes pixels, les mêmes couleurs que le vrai que vous nous avez envoyé, on peut, sortir une alerte. Mmh. Et initialement, en fait, ça se faisait beaucoup en interne par les banques, les assurances, les services de logements sociaux, l'État et cetera et en fait, ça devient tellement complexe que, ça doit passer par des sociétés spécialisées maintenant. Alors vos clients, c'est qui aujourd'hui? Quel type de clients? Nos clients, du coup, ils sont sur ces 3 verticales là de financement, de l'entrée en relation et de l'assurance. Alors sur l'assurance, c'est du coup globalement des sociétés d'assurance plus des sociétés de retail qui, parfois, voilà, vous devez fournir une facture comme quoi vous avez bien acheté le matériel pour vous le faire rembourser et cetera. Donc on travaille, en assurance avec, Allianz ou MetLife, ou sur le retail avec, HP, par exemple, aux États-Unis. Dans le financement, ça va être du coup beaucoup des banques, mais aussi des sociétés de télécom, parce qu'en échange de 30 € par mois, vous avez un iPhone 15. Donc il y a quand même beaucoup de fraude pour ce genre de cas. Donc sur les télécoms, on travaille avec Bouygues ou en banque, on va travailler avec la Bred, par exemple. Et après, on travaille aussi, sur de l'entrée en relation ou du financement avec des organismes publics, type, Action Logement ou, sur les logements sociaux ou, BPI France. Des solutions comme la vôtre, il en existe beaucoup dans le monde. Quelle est, l'ampleur de ce marché, de la fraude, de la détection de fraude documentaire? C'est un marché de niche, en fait. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont dire faire du processing documentaire parce que, c'est du back office, c'est de la compliance, c'est des éléments qui sont centraux pour, les grosses organisations. Mais la réalité, c'est que des solutions très technologiques, il y en a 2 en Europe. Une autre qui est hors de France, basée en Europe de l'Est et en Angleterre et aux États-Unis et Finovox. Et après aux États-Unis, il y a 2 grosses solutions qui font la même chose que nous, qui ont levé, des tonnes d'argent Mmh. et alors on n'est pas trop en compétition aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés géographiques et voilà et après sur la partie identitaire, en revanche, vous avez beaucoup d'acteurs sur tout le alors soit l'identité numérique, soit le KYC, la vérification d'identité, ce qu'on appelle le proof of liveness. Donc je mets mon passeport à côté de mon téléphone et je filme pour voir que je suis bien la personne qui est derrière l'écran. Et en fait, comment ça se faisait avant Finovox et du coup, comment ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, c'est, de l'investigation manuelle. C'est en interne, j'ai des gens qui regardent à l'œil nu si le document, comporte des anomalies, mais c'est aussi je passe par des sociétés externes, souvent offshore, qui vont, investiguer les documents pour moi. Ça marchait bien pour faire de l'extraction d'informations, pour définir la fraude, mais aujourd'hui, si vous passez plus de 5 minutes à faire un faux document, c'est indétectable à l'œil nu. Des outils comme Photoshop, c'est tellement puissant que, ça fonctionne de moins en moins, en fait. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est, 1, vous pouvez traiter 100 % du flux de façon automatique et on fait nous les analyses en quelques secondes, c'est une trentaine de secondes en moyenne et 2, c'est beaucoup plus efficace parce que, sur 10 faux documents qui sont reçus, il y en a 9 qui sont indétectables à l'œil nu. D'accord. Et alors vous, vous arrivez, vous vous connectez sur, le système d'information qui réceptionne ces documents et vous les traitez à la volée, vous les au fur et à mesure? Ouais. En fait, on a 2 composantes. La première étant une API qui va être branchée directement sur les systèmes. Donc, on va prendre l'exemple d'un parcours, de crédit. On traite, les documents entrants, en attendant, le client continue son onboarding, en rentrant ses informations. Mmh. Nous, en fait, si le document est validé de notre côté, il suit son process classique. Si en revanche le document est avéré frauduleux et après qu'on ait fait tout ce processing d'extraction d'informations, de classification, c'est le bon document qui est attendu et cetera, s'il est avéré frauduleux, c'est envoyé au service antifraude et qui eux, en fait, ont un outil d'investigation, donc c'est une plateforme SaaS qui permet de valider ou pas l'information. Donc s'ils le valident, que c'est une fraude, derrière ils peuvent porter plainte, rapporter à la direction,
générer des rapports de fraude et cetera. Mmh. Et si c'est, considéré comme, bah, finalement pas une fraude, bah, c'est renvoyé dans le schéma classique. D'accord. Vous avez constaté, enfin, je veux dire, votre solution permet de faire baisser, de combien? Heu, quel est le taux de succès? Alors ça va dépendre des verticales. En financement, moi j'aime bien parler en termes de pourcentage de fraude sur le flux. Parce que, vous pouvez avoir un dossier de crédit qui fait 30 pages, un faux document qui est un faux passeport, bah, en fait, c'est faux sur l'entièreté du dossier. Et puis nous, c'est les informations auxquelles on a accès. Vu qu'on ne regarde pas les documents de nos clients, on a en fait surtout, bah, sur, 100 documents qui sont traités, combien il y a de faux. Sur des parcours de financement, ça peut varier entre 1,5 % et 2. Sur, des parcours d'assurance, ça va varier entre 1,5 % et 3. Ça dépend. Est-ce que c'est un parcours digital? Est-ce que la population est plus jeune, plus âgée? Le type d'assurance, l'assurance vie, l'assurance de biens et cetera. Et sur de l'entrée en relation, c'est un peu plus faible, ça va être autour de 1,5 %. D'accord, donc ça, c'est le pourcentage Faux documents sur le flux. de faux documents sur le flux que vous arrivez à détecter. Ouais. Et par rapport à ce qui était détecté, ce qui est détecté manuellement, par exemple, dans les entreprises? En règle générale, la stat que je donnais tout à l'heure, c'est que nous, on a fait des tests sur, des gros volumes de documents Mmh. et sur, bah, 100 faux documents, en fait, il y en a 10 qui sont détectables à l'œil nu. Et alors aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les enjeux, technologiques ou même commerciaux, heu, les difficultés qui sont devant vous et que vous allez devoir, résoudre, c'est quoi? Alors, sur la partie technique, c'est que ça évolue tellement vite que il faut toujours se remettre en question et donc ça peut pas être statique et si ça l'est, bah, la solution, elle va perdre en efficacité dans le temps. Donc ça, c'est des challenges continus et donc un des éléments, de réponse, c'est que nous, on organise des concours, en fait. On va voir des gens aux 4 coins du monde et on leur dit, bah: «Essayez de nous battre». Mmh. On a un cash price, un peu comme en cybersécurité, en fait. Oui, comme des bounties, et cetera. On a un cash price, disons 20 000 € et bah, tous ceux qui arrivent à nous battre se répartissent les 20 000 €. Et ça permet de comprendre comment les gens fraudent dans les différents pays et bah, connaître les nouvelles méthodes, quoi. Donc ça, c'est le premier point, c'est en fait de s'améliorer, techniquement en continu parce que les fraudeurs sont hyper inventifs et Mmh. après sur les enjeux, business, nous on est sur un marché en fait qui est, assez naissant et donc il faut capter le plus de d'acteurs, en fait, rapidement. Il faut s'implémenter dans tous les systèmes, quoi et après plus on est implémenté, bah, plus on a l'apprentissage et donc il y a un effet, domino et donc là, c'est, bah, ouvrir, le Benelux pour nous, ouvrir l'Espagne, ouvrir le UK. On a déjà des clients, hors de France, aux États-Unis, en Asie et cetera. Bah, c'est intensifier ça. Sauf que, bah, c'est des vrais challenges commerciaux parce que, bah, on n'approche pas de la même manière un assureur, à Singapour qu'en Espagne et c'est, bah, des challenges aussi en interne parce que quand on a commencé, bah, on était une petite structure, ça grossit assez vite et bah, c'est un vrai changement de dimension que de traiter avec, des banques aux 4 coins du monde, quoi et donc c'est un peu les enjeux internes qu'on a en ce moment, c'est passionnant. Merci Marc de Beaucorps, fondateur donc de la société Finovox.